Très bien. Donc on commence au chapitre 4. Donc ce chapitre, il reste encore assez simple, hein. Les premiers chapitres, vous l'avez vu, hein, n'étaient pas du tout calculatoires, hein. J'essayais d'insister sur un certain nombre de principes de base en finance, le concept d'arbitrage et le concept de valeur temps. Donc là, ça va être un tout petit peu plus technique sans être vraiment calculatoire. Donc on va introduire quelques éléments de mathématiques, mais des éléments très simples, hein. Donc j'irai assez vite sur ce chapitre, une seule séance, hein, sur ce chapitre. Donc sur la valeur temps de l'argent. Alors d'abord, pour qu'on soit bien d'accord, ça vous paraît très simple aujourd'hui, mais quand les exercices deviendront plus compliqués, c'est important. D'abord, quand vous avez une problématique en finance, il est utile de dresser l'échéancier. L'échéancier, c'est un diagramme dans lequel vous allez représenter les dates et les flux. Parce que vous avez bien compris que l'enregistrement des flux à chaque date était prépondérant. Donc l'échéancier, on le construit comment? Avec des périodes. Attention, ici, ce sont des années, mais parfois, ce seront des périodes d'un mois, 6 mois, un trimestre, hein. Bien sûr, ça varie selon les cas. Donc des années et des flux. Et on fait bien attention, hein, on a en tête qu'il y a donc des dates. Entre ces dates, il y a des périodes. La fin d'une période, ça coïncide avec le début de la période suivante. Ce que je dis là paraît extrêmement simple, mais vous verrez que dans les exercices, parfois, il faut faire très attention. Est-ce que nos flux sont enregistrés en début ou en fin de période et comment on ajuste tout cela? D'accord? Et puis, dernière remarque très simple aussi, les flux, on va les noter de manière algébrique, c'est-à-dire on va les affecter d'un signe plus ou moins, plus si c'est une rentrée d'argent, moins si c'est une sortie d'argent. Je ne prends pas toujours le soin de le mentionner quand les exercices sont très simples et lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais de manière générale, il faut faire attention, bien sûr, à ces entrées et ces sorties, donc à ces flux qui sont des flux monétaires et qui sont des flux signés. Ok? Donc voici par exemple, évidemment très simple, un prêt de 10 000 euros remboursé par 2 versements de 6 000 euros. Et bien, vous voyez, hein, vous enregistrez bien les dates, les flux, et vous faites bien apparaître ce qui est une sortie et ce qui est une rentrée. Ok, donc il y a des exemples sur lesquels vous pouvez vous exercer avec les diapos. Je vais très vite sur ce point. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, et je vous l'ai dit, hein, c'est le cœur de l'activité financière, c'est finalement transposer des flux. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est dit de manière un petit peu... de manière très simple, en tout cas, hein, on va transposer les flux dans le futur, et dans ce cas-là, on va parler de capitalisation, ou alors on les transpose dans le passé, dans ce cas-là, on parle d'actualisation. On va bien sûr pouvoir ajuster, comme on le souhaite, les flux. Alors, quand on capitalise, qu'est-ce qu'on fait? Si, par exemple, on a 1 000 euros aujourd'hui, et qu'on veut connaître le montant équivalent à ces 1 000 euros aujourd'hui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On capitalise d'une année sur l'autre. Donc 1 000 euros au taux, par exemple, hein, de 10%, dans 1 an, vous avez tous évidemment le résultat en tête, ça fait 1 100 euros. D'accord. Et dans 2 ans, ça fait 1 100 euros, on fait le même calcul, fois 1 plus 10%, c'est le même calcul, hein, qu'on faisait tout à l'heure très spontanément, ça donne 1 210 euros, et vous remarquez, tout ça est bien sûr bien connu, vous remarquez ici que, eh bien, on a plus que 1 200 euros, ok. Je décompose une fois, pour être sûr que tout le monde a bien enregistré, les 1 210 euros, c'est 1 000 euros au titre du remboursement en capital. Hein, on a prêté 1 000 euros, on est remboursé 2 000 euros. S'ajoute à cela les intérêts de 10% au titre de la première année, plus les intérêts de 10% au titre de la deuxième année. D'accord? Là, j'ai 3 éléments. Et le quatrième, qu'est-ce que c'est? C'est 10 euros. 10 euros, ça correspond à quoi? Ce sont les intérêts sur les intérêts enregistrés la première année. D'accord? Hein, c'est ce qu'on appelle la composition des intérêts. Okay. Donc il y a bien 4 éléments, parce qu'ici on a 2 périodes. Le principal, les intérêts la première année, les intérêts la deuxième année, et puis
les intérêts la deuxième année sur les intérêts perçus la première année. C'est bien 4 éléments. Mathématiquement, ça s'écrit très simplement. Vous avez les équations sous les yeux ici. C'est le principal fois 1 plus le taux d'intérêt, puissance, la puissance 2 ici, puisqu'on a 2 périodes. D'accord. Je vais très vite sur cette idée-là, qui est une idée très simple que vous avez déjà vue. Okay. Pourquoi on a ce schéma, juste peut-être un mot. Pourquoi on a ce schéma? Parce que le taux d'intérêt, c'est exprimé en base annuelle. D'accord? Puisqu'on a une période de 2 ans, il faut bien donc l'exprimer 2 fois, mais on a cette composition des intérêts qui vient s'ajouter. Ok. Bien sûr, on peut généraliser. On peut généraliser, et la valeur future d'un flux dans n périodes, c'est ce flux fois 1 plus r puissance n. Tout ça est bien connu. Alors, juste un exemple très simple, où on vous demande juste d'appliquer cette formule, mais je vous demanderai de ne pas justement répondre trop vite à la question. Autrement dit, ne sortez pas vos calculatrices. D'accord? Parce qu'à la calculatrice, évidemment, le résultat, on l'a immédiatement. Ça ne pose pas de problème, mais j'aimerais attirer votre attention sur un point. Et donc, ne sortez pas la calculatrice pour le moment. Donc, on a 1 000 € sur un compte rémunéré au taux de 10%. Évidemment, 10%, je ne l'ai pas dit, c'est un taux extrêmement élevé. Aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, les taux sont beaucoup plus faibles. Si je prends ici 10%, c'est pour que ce soit, pour qu'on voit bien apparaître les choses, pour que les calculs soient faciles à faire. Voilà. Ces 1 000 €, dans 7 ans, ils valent combien? Et puis, même question dans 20 ans, dans 40 ans, dans 75 ans. Et je vous demande, alors évidemment, de me donner un ordre de grandeur. Okay, donnez-moi un ordre de grandeur. Réfléchissez tous 2 minutes à la question et essayez de me donner un ordre de grandeur. À la calculatrice, évidemment, on aura un résultat précis immédiatement, mais je vous demande de me donner d'abord un ordre de grandeur. Alors, voilà, par exemple, en 7 ans, qu'est-ce que vous auriez comme ordre de grandeur? Donc, sur 7 ans. Alors, j'ai donc un étudiant qui me répond 2000, c'est vrai. On est à peu près ça. En 7 ans, à 10%, on double le capital. C'est une bonne intuition, c'est bien d'avoir ces ordres de grandeur. Ok, tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde aurait dit à peu près 2000 à 7 ans? Et à 20 ans, à 40 ans? Alors, 20 ans, c'est 3 fois plus que 7 ans à peu près, d'accord? Donc on fait quoi? On multiplie par 6, vous pensez? On est plutôt autour de 6000? En fait, ce que je veux faire apparaître ici, je prends le temps de faire apparaître cela parce que c'est important, ici, on va voir que c'est beaucoup plus que ce que l'on anticipe spontanément. Les intérêts sur les intérêts, vous allez voir, comptent énormément. Comptent énormément. Je vous montre. Sur une période de 20 ans uniquement. Je n'ai pas fait le graphique sur 40 ans ni sur 75 ans, ce serait pire encore. Mais regardez ce qui se passe sur une période de 20 ans. Sur une période de 20 ans, au bout de 20 ans, ce qui compte le plus dans mon total, ce n'est pas le principal, 2000 €, ce n'est pas non plus les intérêts sur ce principal, non, ce qui domine dans le total, ce qui a le poids le plus important, ce sont les intérêts sur les intérêts. Et c'est ce sur quoi je voulais insister là dans cet exemple. On a tendance à sous-estimer l'impact, comme ça spontanément, on a tendance un peu à sous-estimer l'impact qu'a la composition des intérêts. Et à mesure que le temps passe, quand les taux sont assez importants, à mesure que le temps passe, ce poids-là, il est très important. Vous voyez, en l'espace de 20 ans, on a donc le principal, 1000 €, on a environ 1000 à 2000 €, peut-être 2000 € d'intérêt sur les intérêts. 2000 € d'intérêt sur le principal qui se cumule. Mais on a, en plus de ça, environ 4000 € d'intérêt sur les intérêts. Donc c'est très important. Et évidemment, vous imaginez bien que c'est croissant. Ce poids, il est croissant à mesure que le temps passe. Donc à très long terme, très long terme, les intérêts sur les intérêts jouent un rôle décisif. Alors, pour donner un peu de chair à tout cela, pour que vous compreniez bien à quel point c'est important, prenons un cas plus concret.
et un cas qui ne relève pas de la finance. Prenons le cas, un exemple en économie de l'environnement. En économie de l'environnement, on a beaucoup de projets à long terme. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Par exemple, pour une centrale nucléaire, vous avez des coûts de construction qui sont très importants, très importants évidemment, des coûts aussi de recherche et développement en amont qui sont très élevés. Puis, lorsque la centrale est construite, les coûts là, pour le coup, sont assez faibles. En revanche, lorsqu'il faut démanteler la centrale, ça coûte très cher. Et puis, ça ne se fait pas immédiatement à l'arrêt de la centrale, le démantèlement. Ça se fait parfois après plusieurs centaines d'années. Il y a d'abord une période de confinement, et puis on va démanteler petit à petit, et ça s'étale, je ne sais pas où. Sur plusieurs centaines d'années, ils ont 500 ans. Mais lorsqu'on veut estimer le coût de production de l'énergie nucléaire, pour par exemple le comparer au coût de production des énergies renouvelables ou des centrales à charbon. C'est un calcul que l'on a tout à fait légitime. Eh bien, il faut prendre en compte pour le nucléaire le combustible, comme pour une centrale à charbon, les coûts de recherche et développement, mais aussi les coûts de démantèlement. Et quand on fait ces évaluations-là, évidemment qu'il faut tenir compte de la valeur temps, puisque ça s'échelonne sur des durées très très longues. Pourquoi je vous raconte tout cela? Juste pour que vous ayez conscience que dans ce type d'exercice, qui est donc un exercice très concret, le rôle d'un économiste, c'est très concret comme cas, eh bien, le choix du taux d'actualisation va être absolument déterminant. Parce que si vous prenez un taux d'actualisation très élevé, qu'est-ce qui se passe? Avec un taux d'actualisation très élevé, le coût à long terme, en valeur actuelle, il est très très faible. Donc, une des variables clés en économie de l'environnement, c'est la valeur du taux d'intérêt. Et il y a bien sûr des débats parmi les économistes sur quelle est la bonne valeur des taux d'intérêt. Alors, à l'époque où on a construit les centrales nucléaires, vous savez, c'était dans les années 70-80, et à cette époque-là, l'inflation était plus importante en France, et donc on retenait des taux assez élevés. On retenait des taux de 15-10%. Mais ces taux-là, on les a retenus longtemps, y compris pendant la période où on a eu une politique désinflationniste. Donc on avait des taux qui étaient évidemment plutôt avantageux, en l'occurrence, pour l'industrie nucléaire, en maintenant des taux assez élevés. Alors, pendant longtemps, on a maintenu un taux de 10%, ce qui était évidemment exagéré. Beaucoup de débats sur ces questions-là. Il y a un consensus autour de l'idée que le taux, il doit être assez proche du taux de croissance de l'économie. D'accord. Avec l'idée que, bien sûr, on va léguer aux générations futures donc, le coût du démantèlement, et c'est à eux de le prendre en charge, mais on leur lègue aussi une accumulation de savoir, davantage de biens d'équipement, et donc il y a cette idée. Bon. Mais ça reste débattu. Beaucoup d'enjeux autour de cette question du taux d'actualisation. Cet exemple, il avait pour moi plusieurs mérites. Il me permettait d'insister sur l'impact qu'avaient à long terme les intérêts sur les intérêts. Et il me permettait aussi de vraiment vous convaincre que ce qu'on fait là, c'est intéressant si vous voulez travailler dans le champ de la finance, mais pas seulement. Ça fait partie des questions de base que se posent les économistes dès lors qu'ils ont à gérer des projets qui s'échelonnent dans le temps. OK ? Voilà. Très bien. Bon, on a parlé de la composition des taux d'intérêt. On peut faire le raisonnement inverse, consiste non pas à transposer les flux dans le futur, mais dans le passé. Donc, en l'occurrence, on ne les transpose pas vraiment dans le passé, d'ailleurs, ce n'est pas très bien dit. C'est les flux anticipés à l'avenir qu'on va transposer à la date d'aujourd'hui. Donc, quand je parle du passé, c'est le passé du futur, donc la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas très clair, mais je pense que l'idée y est. Okay. Pour calculer la valeur actuelle d'un flux, eh bien, au lieu de multiplier par 1 plus R puissance n, on va diviser par 1 plus R puissance n. Ça, évidemment, c'est des choses que vous maîtrisez. Un petit exemple, pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. La valeur aujourd'hui de 1 000 € dans un an, lorsque le taux d'intérêt est 10%, c'est
909 € et quelques centimes. Et si on décale encore d'un an, eh bien, on répète l'opération. Et donc, la valeur de 1000 € dans 2 ans, exprimée en valeur d'aujourd'hui à un taux de 10%, bah, c'est 826,45. Les calculs sont dans les diapositives. Je vous invite bien sûr à vous exercer. OK. Alors, un exemple cette fois-ci en finance. En finance, ces outils-là, petit à petit, vous allez voir, on va sophistiquer l'analyse, hein, mais ces outils-là, on les utilise quotidiennement. Par exemple, pour la gestion obligataire. Les gérants de fonds obligataires, quotidiennement, évaluent le prix donc, des obligations. Alors ici, on va prendre une obligation très simple qui donne droit à un flux unique. On verra que ça va se compliquer par la suite. Mais là, l'obligation, elle donne droit à un seul flux dans 10 ans, un flux de 15 000 €. Et si le taux sur le marché, pour des obligations similaires, d'accord, autrement dit avec le même niveau de risque, on reviendra sur cette question, si le taux sur le marché est de 6%, la valeur de l'obligation, donc son prix, il va être de combien? Eh bien, il suffit d'actualiser cette somme de 15 000 € au taux de 6% sur 10 ans. Donc, et vous avez le prix. Donc, ici, c'est vrai que j'ai pris une obligation très simple. Et on va prendre des obligations plus complexes. Enfin, on va prendre des exemples très concrets plus tard. Mais sur la méthode, on ne va rien changer. L'évaluation du prix des obligations utilise donc la formule de l'actualisation. OK ? D'accord ? Un point peut-être avant de poursuivre. Vous savez, donc on a vu que l'on pouvait transposer les flux à sa guise. La question que souvent on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'il faut calculer des valeurs actuelles, des valeurs présentes? Il n'y a pas de règle. Tout dépend un peu de la problématique que vous avez. De toute façon, les valeurs actuelles, les valeurs futures, c'est construit avec l'idée que, eh bien, ce sont des sommes équivalentes, exprimées à des dates différentes, mais ce sont des sommes équivalentes. Donc, lorsqu'il s'agit de trancher, par exemple entre deux projets, que l'on calcule la valeur future de chacun des projets ou que l'on calcule la valeur actuelle, ça ne change rien. Il y a toujours plusieurs façons de répondre à ce type de problème. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que souvent, les étudiants ont l'impression qu'il y a une question, il n'y a qu'une seule réponse et une seule méthodologie possible. Non, c'est un peu plus souple que ça. Il y a plusieurs manières de résoudre ces problèmes d'actualisation. Par exemple, je vais vous prendre un exemple simple ici et ça vous permettra de vous exercer. Si on envisage de placer 1000 € aujourd'hui, puis 1000 € à la fin de l'année prochaine, puis 1000 € à la fin de l'année qui suit. Donc là, faites attention, on n'a pas un flux, mais une séquence de flux. Et dans les exercices, il faudra toujours bien avoir les idées au clair. Est-ce qu'on a des flux ou des séquences de flux? Si on a une séquence de flux, on veut connaître la valeur donc, de notre épargne dans 3 ans. Donc on place 1000 € aujourd'hui, plus 1000 € dans un an, plus 1000 € dans 2 ans. Et dans 3 ans, quel est notre patrimoine, notre épargne? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. On peut résoudre ce problème de plusieurs façons différentes. Je vous montre. Donc, on peut actualiser le premier flux. 1000 € aujourd'hui, dans un an, c'est 1100 €. Je prends toujours des calculs très simples à faire, parce que ce qui importe, c'est bien sûr la logique. Donc, on a 1100 € dans un an, auquel viennent s'ajouter eh bien, un second placement de 1000 €, donc un total de 2100 €, que l'on place de nouveau au taux de 10%, ce qui fera 2310 €, auxquels viendront s'ajouter le nouveau placement de 1000 €, et ainsi de suite. D'accord? Donc de proche en proche, j'arrive à mon résultat final. D'accord? Première façon de voir ce problème. Une autre façon de voir ce problème, qui est rigoureusement équivalente, consiste à dire que les 1000 € aujourd'hui, je les place pour 3 ans, donc avec un total au bout de 3 ans de 1000 € fois 1 plus 10% puissance 3, d'accord, auquel viennent s'ajouter 1000 € dans un an, que je place cette fois-ci, non pas pour 3, mais pour 2 années, puisqu'il ne me reste plus que 2 années, d'accord, et ainsi de suite. Voilà. Deuxième possibilité, évidemment, tout cela est parfaitement équivalent, au final, le résultat sera le même. On peut envisager aussi
de calculer la valeur actuelle de chacun des flux, d'en faire le total et de le transposer dans le futur. Bon, tout ça est équivalent. Je ne vais pas faire toutes les options possibles. Il y en a un certain nombre. OK? Ce qui importe, c'est que vous soyez à l'aise pour combiner les flux, les déplacer à votre guise en fonction donc, de la question et de la problématique qui vous est imposée. OK? Encore une fois, tout cela est simple, mais il faut bien avoir les idées claires. Donc je me permets de répéter, il y a 3 règles. Voilà, apprenez-les comme des règles, pas besoin de les apprendre par cœur, hein, mais je les énonce avec vous. OK? Donc on ne peut exprimer les flux que s'ils sont enregistrés à la même date, à une même date. D'accord? On n'additionne pas des choux et des carottes. 100 € aujourd'hui, 100 € dans 2 ans, on ne peut pas les comparer tels quels. Il faut absolument qu'on s'ajuste. Sinon, c'est comme ajouter des dollars avec des euros, et bon, tout ça, ça ne marche pas. Il faut tout exprimer dans la même monnaie. Et bien, le pouvoir d'achat de la monnaie n'étant pas le même aujourd'hui et dans un an, il faut ajuster tout ça. Donc ça, c'est la première règle. Vous l'avez bien compris, on a beaucoup insisté dessus, y compris dans les cours précédents. Donc, la règle 2, c'est bien la règle de la capitalisation. Et la règle 3, c'est la règle de l'actualisation. Ouais. Les diapos sont parsemés d'exemples. Volontairement, je ne les traite pas tous. Ils sont corrigés par ailleurs. D'accord? Donc, les plus simples, je vous laisse vous entraîner tout seul. C'est le cas de cet exemple 4. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Lorsqu'on veut calculer la valeur actuelle d'un flux, c'est très simple, hein, on divise par 1 plus r puissance n. Lorsqu'on veut calculer la valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est tout aussi simple. On répète l'opération autant de fois que l'on a de flux. D'accord? Ça ne pose pas de difficulté particulière. En revanche, c'est assez fastidieux si l'on a beaucoup de flux. D'accord? Mais on retient que la valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est la somme des valeurs actuelles. Ça, c'est une propriété qui est très utile, hein, puisque ça nous permet de décomposer chaque élément. Ici, je vous écris la formule mathématique, vous y êtes habitué. Hein. Donc, la valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est la somme des valeurs actuelles. OK. Ce qu'on va voir dans la suite, je vous disais, hein, ce qu'on va voir dans la suite, sont des cas où on n'est pas obligé de faire ce travail-là qui consiste à cumuler chacun des flux. On a un certain nombre de formules simplificatrices qui nous permettent d'aller un peu plus vite. C'est l'objet de la séance d'aujourd'hui que de démontrer ces quelques formules. Voilà, je laisse ce point. Ok. Ce que je viens de dire là sur, en fait, en mathématiques, hein, on dirait que donc, la valeur actuelle, c'est un opérateur linéaire. Eh bien, cette même idée, elle permet de calculer, donc c'est un outil que vous connaissez, qu'on utilise souvent, hein, permet de calculer la VAN, la valeur actuelle nette, hein, puisque je vous ai dit que la valeur actuelle, une séquence de flux, c'est la somme des valeurs actuelles, que l'on ait des sommes d'éléments positifs, ou alors si on introduit des termes négatifs, ça ne change évidemment rien. Pour calculer la VAN d'un projet, la valeur actuelle nette d'un projet, on peut calculer la VAN des bénéfices d'une part, la VAN des coûts, la VA des bénéfices d'une part, la VA des coûts d'autre part, faire la différence entre les deux, ça marche très bien. Ou alors, on calcule la différence entre les bénéfices du projet et les coûts, et on calcule la valeur actuelle de tout cela, ça marche tout aussi bien. On a pas mal de liberté à ce niveau-là. Bon, j'ai passé pas mal d'exemples, je vais peut-être faire avec vous celui-ci. Donc on a un projet.
un projet où on investit 1 000 € aujourd'hui, ce qui nous donne droit à 500 € chaque année, en fin d'année, pendant 3 ans. Ou alors, on place au taux de 10%, c'est 1 000 €. Quelle est la meilleure solution? La réponse est univoque, il s'agit de placement sans risque. Donc, que faites-vous? Soit vous calculez la valeur à terme, ou valeur future, c'est pareil, de ces deux investissements, et vous comparez, et vous retenez bien sûr le projet qui vous fait gagner le plus d'argent. Soit vous calculez la valeur actuelle du projet, ce qui est au fond plus rapide, parce que vous n'avez qu'une opération à faire au lieu de deux. Et si la valeur du projet, la valeur actuelle nette du projet est positive, ça veut dire que c'est un bon projet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'opération, je la dicte, je ne vais pas l'écrire au tableau, elle est simple. On a moins 500 € divisé par 1,1, plus, 500 divisé par 1,1, plus 500 divisé par 1,1 au carré, plus 500 divisé par 1,1 au cube. Ça, c'est pour ce que ça va nous rapporter, mais pour cela, il faut placer 1 000 €, donc moins 1 000 €. Et si le total est positif, la conclusion est que ce placement est préférable à un placement sans risque au taux de 10%. Je n'ai pas là de calculatrice, vous pouvez faire les opérations vous-même et me donner le résultat. Vous avez ici l'échéancier. Excusez-moi, je reviens en arrière. Vous avez ici l'échéancier. D'accord? Faites l'opération et après, bon, je vais voir avec vous. Je vous laisse un petit peu de temps. Donc, je n'ai pas la calculatrice ici, mais bon, j'ai fait le calcul sous Excel, aussi pour vous montrer comment vous pouvez utiliser Excel. Donc, j'ai enregistré ici le taux d'actualisation, j'ai mes périodes, et puis mes flux. Et j'ai pris soin d'enregistrer mes flux avec donc, leur signe. Le facteur d'actualisation, ce que vous voyez en gris sont des données. Ce que vous voyez en plus foncé résulte de calculs. Je n'ai pas de couleur ici, mais ça se voit dans les transparents. Donc le facteur d'actualisation, c'est un calcul. C'est 1 sur 1 plus le taux, puissance, la date. D'accord? Donc, puissance 0, c'est 1. D'accord? Mais je le mets bien sous forme de formule pour copier la formule pour toutes les autres périodes. D'accord? Faites attention quand vous copiez cette formule, ça se voit ici en bas. Je montre avec la petite flèche, vous voyez ou pas? Ça se montre ici, on le voit ici en gros. Je fixe la cellule B1. En revanche, je ne fixe pas la cellule B2, puisque la cellule B2, quand je vais me déplacer à droite, eh bien, je vais aller prendre chaque période correspondante. Ok, vous avez bien ça en tête. Donc j'ai fixé B1, mais pas B2. Donc vous voyez bien, là c'est B2, C2, D2, E2, ça varie bien, comme il le faut. Donc j'ai le facteur d'actualisation. Je calcule la valeur actuelle pour chacune des colonnes, donc pour chacun des flux. Ici, la formule, vous l'avez sous les yeux. Et puis la vanne, c'est la somme des valeurs actuelles. En l'occurrence, elle est largement positive. Donc, notre projet est bien préférable à un placement au taux de 10%. Oui? Les 1 000 €? Les 1 000 €, ils sont actualisés. Pourquoi? Parce que les 1 000 €, ils sont placés aujourd'hui. Vous me demandez pourquoi on n'actualise pas les 1 000 €, mais on le fait. Ils sont enregistrés à la valeur d'aujourd'hui. Et donc, 1 000 €, la valeur actuelle, je reprends, la valeur actuelle de 1 000 € aujourd'hui, c'est 1 000 €.
Et d'ailleurs, mathématiquement, ça se voit, hein, puisque c'est 1000 euros divisé par 1 plus le taux puissance 0. Et 1 plus R puissance 0, c'est 1. Donc quand on divise par 1, évidemment, on ne modifie pas le résultat. Voilà. Un exemple très simple de tableur. Hein, les diapos, hein, vous les retrouvez en ligne. D'accord, vous les retrouverez dans l'enregistrement. Une petite remarque. Faites attention, ici j'ai calculé la vanne en décomposant chaque calcul. Et j'ai moi-même enregistré les formules. Vous auriez pu en tout cas, utiliser la fonction Excel qui est préprogrammée. Sauf que cette fonction Excel qui est préprogrammée, finalement, c'est un peu boîte noire, vous ne savez pas exactement comment elle a été programmée, et elle peut conduire à des erreurs. Je vous montre un exemple ici. Donc moi, je vous recommande de ne pas l'utiliser et de reconstruire à chaque fois vos formules. Si vous aviez pris la fonction Excel, il y aurait une erreur. Alors, pas dans le cas précédent, mais imaginons, je change un tout petit peu l'énoncé, qu'à la date 2, il n'y ait aucun flux. D'accord ? Donc c'est 1000 euros, et à la date 1, on a 500 euros, et à la date 3, on a 500 euros. Bon, c'est tout à fait plausible, hein, c'est possible comme cas de figure. Eh bien, la formule Excel ne tient pas compte, ne considère pas que ce flux que je montre ici est enregistré à la date 3, mais ça correspond pour lui au deuxième flux, et donc il est actualisé comme un flux sur 2 périodes, donc ça ne va pas. Alors, le problème on n'aurait pas de problème si on avait mis un 0 là. Si on met un 0, il n'y a pas de problème avec la formule. Mais vous voyez, si on met une cellule vide, comme on le fait souvent quand il n'y a pas de flux, eh bien ça pose problème. C'est pas gravissime, hein, ce que je vous dis là, mais c'est juste pour attirer votre attention. Quand vous avez des fonctions préprogrammées, il faut vraiment bien les maîtriser, connaître leurs limites, parce que sinon ça peut conduire à des erreurs. Oui, il y a une question ? Alors, toutes les diapos sont sur le site, à l'exception de quelques diapos qui correspondent au corrigé. Voilà, parce que voilà, pour vous inciter à venir, à prendre des notes. Mais, comme je vous l'ai dit, maintenant c'est enregistré, donc vous les retrouvez aussi. Ok. Alors, dans quel cas? Je vous ai dit, hein, il y a une petite variante ici. Ici, on voit que la vanne, elle est négative. Bon, on voit que surtout qu'on n'a pas le même résultat avec sa formule qui est la bonne et avec la fonction Excel, hein, qui est erronée en l'occurrence. Mais la vanne est négative et ici, donc le projet n'est pas un bon projet. Précédemment, je reviens en arrière, la vanne était positive. Alors, ce projet de 1000 qui me coûte 1000 euros et qui me rapporte 500 euros, 500 euros, 500 euros. Ce projet-là, je l'actualise au taux de 10% parce que 10% correspond au taux auquel je pourrais prétendre par ailleurs. C'est l'équivalent, c'est l'alternative. Donc j'utilise ce taux de 10%. Mon projet n'a pas une rentabilité de 10%. Il y a une rentabilité plus élevée. C'est la raison pour laquelle je dégage une vanne positive. Ce que j'ai utilisé là, le taux d'actualisation, ce n'est pas la rentabilité du projet, je pourrais la calculer et je le ferai. On va le faire ensemble, calculer la rentabilité des projets. Non, en tout cas la rentabilité n'est pas de 10%. Ce 10%, c'est le taux d'actualisation. Et quel est le taux d'actualisation? Je le prends comme étant le taux en vigueur pour un projet comparable. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'une obligation dont je cherchais à déterminer le prix. Et je vous ai dit, je vais regarder sur le marché quel est le taux d'intérêt pour des obligations similaires, sans risque. Le taux de marché est de 6%, donc j'observe un taux que j'utilise par ailleurs pour
déterminer le prix de mon obligation. Ça, c'était l'exemple précédent. Donc, vous choisissez le taux d'actualisation en référence à des taux d'obligation ou de taux. Donc là, vous choisissez le taux d'actualisation par rapport au rendement de l'ancien, de la première stratégie de taux placé. Alors, ici, dans l'énoncé, on nous dit, je reviens en arrière, si vous lisez l'énoncé, on vous dit qu'on a la possibilité de placer au taux de 10%. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce taux. Mais pour répondre encore plus largement à votre question, il y a deux éléments. Il y a d'abord, dans le cadre du cours. Dans le cadre du cours, je vous donnerai toujours le taux. Okay. Et qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, vous avez raison, d'une certaine manière, la difficulté, c'est savoir quel taux j'utilise. Ça, c'est pas évident. Évidemment, nous, dans les énoncés, vous aurez toutes les informations disponibles pour traiter le problème. Okay. Je m'arrête là, je crois, mais on va reprendre ces idées-là, rassurez-vous. Si ce n'est pas tout à fait clair pour tout le monde, on va reprendre cette idée. Enfin, je veux bien prendre des questions, mais voilà, je l'exprime. Enfin, faut qu'on avance un petit peu. Okay. Donc, je vous disais, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est d'utiliser, de manier un certain nombre de formules simplificatrices qui permettent de ne pas avoir de calcul trop fastidieux lorsque on répète, lorsque les flux se répètent, quand on a beaucoup de flux, et qu'il faut calculer la valeur actuelle de chacun d'entre eux. C'est un peu long. Alors c'est vrai qu'avec les outils informatiques aujourd'hui ça va très vite, mais sinon c'est un petit peu long. Donc quelques formules simplificatrices, d'accord. Alors ces formules simplificatrices ne s'utilisent que dans certains cas de figure. Donc ce qu'il faut, c'est bien repérer ces cas de figure. Et on va commencer, nous, par le cas des rentes perpétuelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les rentes perpétuelles? Qu'est-ce que c'est qu'une rente perpétuelle? Eh bien, c'est une séquence de flux constante à l'infini. Je me répète, on parle de rente perpétuelle lorsqu'il y a un versement à intervalles réguliers pour un même montant sans durée, sans échéance particulière, sans maturité. Donc ici, je l'ai représenté sous mon diagramme. On a des dates 0, 1, 2, 3, 4, et ça, indéfiniment, avec un flux F qui est le même. Donc c'est une rente perpétuelle constante. Les rentes perpétuelles, il y a des rentes perpétuelles qui ne sont pas constantes. Celle-ci, c'est une rente perpétuelle constante, c'est celle qui nous intéresse. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle constante s'écrit de la manière suivante. Ça ne pose pas de difficulté à écrire. De manière algébrique, on sait l'écrire. C'est une somme à l'infini. À calculer, en revanche, ça peut poser un certain nombre de problèmes puisqu'on doit sommer une infinité de termes. Vous voyez que ça peut être fastidieux. À votre avis, je laisse le temps un tout petit peu de réfléchir, de prendre des notes, mais à votre avis, est-ce qu'on va avoir un prix fini? Ce n'est pas une question complètement innocente, évidemment. On a une somme de termes infinis, on rajoute des termes, et ça infiniment. Est-ce que on a quelque chose de fini? Est-ce que la valeur actuelle va être finie? A priori, c'est pas évident comme question. Les flux là, F sont tous positifs, donc on rajoute à chaque fois des flux positifs. La somme de tout ça, est-ce que ça correspond à un nombre fini? Voilà, je n'ai pas utilisé le terme, j'attendais qu'il vienne de vous, mais la limite de cette séquence, elle est finie.
elle est finie, ça converge. Ça converge. Pourquoi? Parce que le facteur d'actualisation, qui est 1 sur 1 plus r, puissance n, quand n tend vers l'infini, eh bien ce terme-là, il tend vers 0. Vous êtes bien d'accord avec cette idée, hein? Vous visualisez, vous l'avez en tête, 1 sur 1 plus r, puissance n. Quand n tend vers l'infini, 1 plus r puissance n tend vers l'infini, et 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc, dit autrement, dit plus simplement, on va additionner des termes, certes, mais on va additionner des termes qui sont de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits, jusqu'à être pratiquement marginaux. Et donc oui, la somme de tout cela, ça va être un nombre fini. Ça, c'est une premier élément qui est plutôt satisfaisant, c'est-à-dire que ça va être un nombre fini. On va essayer maintenant de réaliser ce calcul et de faire apparaître une formule simplificatrice. Alors, je me permets une petite parenthèse, méthodo. J'avais deux façons de procéder. La première, c'est de faire une démonstration purement mathématique. Une démonstration purement mathématique qui s'appuie sur ce que vous savez des suites géométriques. D'accord? Vous avez certainement démontré la valeur de la somme d'une suite géométrique de raisons R. L'autre option était de vous proposer une démonstration financière. Et c'est cette option-là que j'ai retenue. Et c'est assez symptomatique. Si vous regardez un manuel de mathématiques financières, de finance, de calcul éco français, vous aurez très certainement une démonstration mathématique. Et vous n'aurez pas du tout ce que je vous propose ici. A l'inverse, dans les ouvrages anglo-saxons, l'approche, elle est beaucoup plus intuitive. Et puis, la démonstration mathématique, elle figure en annexe. Donc rassurez-vous, la démonstration mathématique, elle y est, elle figure en annexe. Je vous laisse la regarder, c'est des choses que vous avez peut-être fait en maths. Mais c'est surtout pas le plus important. D'accord? Donc nous, on va voir ça de manière assez intuitive. Ok? Je ferme la parenthèse, mais on voit bien qu'il y a deux approches. L'approche vraiment française, un peu mathématique, et l'approche anglo-saxonne qui est plus intuitive. Alors, ce qui est bien, c'est que dans l'ouvrage que je vous propose, vous avez les deux. Alors allons-y. Donc imaginons qu'on ait 100 € à placer. À placer au taux de 5%. Ces 100 € dans un an nous rapportent 105 €. D'accord? Eh bien, on peut toujours retirer 5 €. Restera 100 € sur ce placement, d'accord, qui rapporteront 105 € l'année suivante. On pourra alors retirer 5 € et ainsi de suite. Et cela indéfiniment. Ce qu'on fait là, c'est qu'on crée une rente perpétuelle. On crée une rente perpétuelle puisqu'on a investi de manière à ce que l'on ait une somme fixe chaque année pour l'éternité. Par un raisonnement d'arbitrage, en appliquant la loi du prix unique, s'il existe sur le marché une rente perpétuelle qui verse 5 €, combien vous êtes prêt à la payer? Sachant, on vient de le dire, que vous avez la possibilité, en investissant 100 € de créer une rente perpétuelle qui pèse 5 € jusqu'à la nuit des temps. D'accord? Eh bien, l'application de la loi du prix unique nous dit que le prix de cette rente perpétuelle, vous l'avez bien compris, est de 100 €. D'accord? On a créé ici une rente perpétuelle synthétique par cette stratégie qui consiste à placer et à retirer uniquement les intérêts. Donc, on peut affirmer que le prix sur un marché bien arbitré correspondra au montant de l'investissement. Okay? Donc, généralisons un petit peu. En plaçant un montant P sur un compte
on peut retirer chaque année F, un flux qui correspond au taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, qui correspond à un montant qui correspond aux intérêts, excusez-moi. Et ces intérêts, c'est le taux d'intérêt fois le principal. Et ce qui compte lorsqu'on cherche le prix d'une rente perpétuelle, c'est le montant P. L'équation, je ne l'écris pas au tableau, elle est très simple à résoudre, hein, puisque F est égal à R fois P. P, ça va être F sur R. Donc le prix d'une rente perpétuelle qui offre un flux constant F pour l'éternité, sachant que le taux d'intérêt est égal à R, eh bien ce prix c'est F sur R. D'accord. Et vous voyez à quel point on a simplifié le problème. Souvenez-vous, je reviens en arrière, souvenez-vous de la formule de la valeur actuelle, c'était la somme des flux futurs à l'infini, actualisée au taux R. D'accord. Eh bien, cette somme à l'infini de F sur 1 plus R puissance n, c'est égal à F sur R. Alors, à quoi ça sert ce cas de figure? D'abord, en pratique, il existe des rentes perpétuelles. C'est très minoritaire. Il en existe très peu, mais ça existe. Au flux, F, dans mon exemple, c'est la question que vous posez, F correspond au flux, donc à la somme que je peux retirer sans toucher au capital. Dans mon exemple numérique, oui, c'était 5 euros. Alors, attendez, je reviens en arrière, je suis un peu vite. Je vous disais d'abord, en pratique, ça sert puisqu'il existe des rentes perpétuelles sur le marché. Il en existe assez peu. Ça existe. Alors, des auteurs, des universitaires, des collègues de l'université d'Amsterdam, je crois, il me semble que c'est aux Pays-Bas, ont récupéré, ont racheté une rente perpétuelle. Ils ont, bien sûr, pas mal enquêté, c'était pas évident, et ils ont réussi à mettre la main sur une rente perpétuelle qui existe depuis le XVIIIe siècle, qui a été émise donc aux Pays-Bas. Alors, il y a eu des heurts, il y a eu des moments où la rente perpétuelle n'a rien payé, mais qui continue encore aujourd'hui de livrer ces flux régulièrement. Donc des titres sur les marchés financiers qui existent depuis des centaines d'années et qui continuent d'exister. Il y en a, même si c'est évidemment tout à fait marginal. Donc en pratique, les rentes perpétuelles, ça existe. Et puis en pratique aussi, c'est important, lorsqu'on a des titres à très long terme, d'avoir des ordres de grandeur. Donc là, l'utilisation de cette formule, elle est très utile. Il y a beaucoup de titres sur les marchés qui sont pas des rentes perpétuelles, mais qui sont des titres à 30 ans, 50 ans, 100 ans. Euro Disney, Disney, c'est ça, c'est le groupe Disney, a émis des obligations comme ça à 100 ans. Alors, le marché avait rebaptisé ces obligations Belle au bois dormant, quelque chose comme ça. Donc des titres à long terme, il y en a, ça peut aller jusqu'à 100 ans, je vous disais, et il y a quelques rentes perpétuelles. Bon, ça c'est pour la pratique. Par ailleurs, ça sert aussi dans les modèles d'évaluation, lorsqu'on ne veut pas s'embêter avec des séquences de flux lorsqu'elles sont trop nombreuses. On va faire l'hypothèse que les titres ont une durée de vie infinie, ce qui simplifie considérablement l'analyse, vous voyez, par rapport à la somme de flux qu'on avait tout à l'heure, ce terme F sur R, il est beaucoup plus maniable dans la modélisation, donc dans les modèles formels en économie. On fait souvent cette hypothèse, évidemment, pas une hypothèse réaliste, mais qui ne change pas la teneur du modèle. Vous savez comment on fonctionne, qu'importe si l'hypothèse n'est pas toujours réaliste, si elle est très pratique, ça peut être utile. Il ne faut pas non plus que ça n'impacte trop les conclusions, mais là en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Monsieur, donc la rente perpétuelle, ça correspond à un titre, à une obligation à très long terme qui génère des flux. Alors une rente perpétuelle,
à proprement parler, ce n'est pas un titre à très long terme. C'est un titre qui offre des flux éternellement. C'est pour ça qu'on parle de rente perpétuelle, a priori. Le capital n'est jamais remboursé. Non, le capital, exactement, ce que vous me dites, c'est que le capital n'est jamais remboursé, ce n'est qu'une succession de flux. Mais ça a quand même un prix. Fini, ce qu'on a démontré ici. Et puis, voilà. Et puis, non, je viendrai après. Et puis, il y a un petit exemple, voilà. Il y a un petit exemple, justement, assez pratique. Alors, là aussi, hein, c'est un peu inspiré du modèle anglo-saxon, mais voilà, ça nous fait voir aussi comment ça se passe ailleurs. L'exemple est le suivant. Vous avez une association d'étudiants qui décide de créer un gala annuel. Il faut financer ce gala. Et ça se pratique peu en France, même si ça commence à être de plus en plus répandu. Ça se pratique peu. Aux États-Unis, il est assez courant de faire appel à des dons, notamment auprès des alumni. Les alumni, vous savez, ce sont les anciens étudiants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les associations, régulièrement, font des campagnes auprès des anciens étudiants. Ils mettent en place une campagne pour collecter des dons. L'idée, c'est comme ça que sont financées beaucoup d'universités américaines, l'idée c'est d'accumuler du capital, des dotations, et de ne consommer que les intérêts sur ce capital. Parce qu'on a l'idée qui est assez légitime, sur laquelle les universités sont faites pour durer. Plus encore que les entreprises. L'université comme institution, c'est fait pour durer. Et on est bien placé ici pour en parler, puisque vous savez que l'université de la Sorbonne, c'est une des plus anciennes au monde, hein. Elle a été créée au XIIIe siècle. Et elle dure toujours. On continue d'enseigner. Vous imaginez d'ailleurs, petite parenthèse, vous imaginez d'ailleurs si on avait mis en place ce système à l'université. On aurait une université très riche. En France, ce n'est pas le même système. On n'a pas de dotation. Hein. C'est le budget de l'État qui finance en grande partie donc les frais de l'université et pour une part, mais une petite part seulement, les frais d'inscription aussi. Mais c'est essentiellement le budget de l'État et un peu des frais d'inscription. Donc je répète, aux États-Unis, c'est sur des dotations. Et d'ailleurs, c'est un point important, hein, les grandes universités aux États-Unis, notamment Harvard, qui sont au fond beaucoup plus récentes que la Sorbonne, hein, ont été créées il y a 250 ans, je n'ai pas le chiffre exact évidemment, la date exacte. Eh bien, ces universités sont assises sur un vrai trésor de guerre. Hein. Elles ont plusieurs milliards de dotations qu'elles font fructifier. Et, alors, en plus, les frais d'inscription sont importants, mais le financement est assuré par les intérêts sur le capital. Ça s'apparente à des rentes perpétuelles. J'insiste un petit peu sur cette modalité de financement de l'université, parce que bon voilà, on est à l'université, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, hein, au-delà de la technique. Mais je reviens maintenant aux aspects techniques, vous voyez, ça s'apparente bien à des rentes perpétuelles. Et donc ici, on a cette association d'étudiants qui veut réaliser une campagne pour avoir une dotation suffisante de manière à créer donc un événement. Alors c'est un gala de fin d'année pour la remise des diplômes. Et l'estimation qui est faite, c'est un besoin de 30 000 euros. Donc pour la remise des diplômes, on a besoin de 30 000 euros. Je laisse réfléchir. Et en même temps, je glisse que pour la remise des diplômes du Master MBFA, on dépense beaucoup moins, parce qu'on a beaucoup moins d'argent. Mais on fait ça dans les grands salons. C'est assez sympa, les étudiants aiment bien. Je dis ça pour faire un peu de promo. Non, mais ça se passe bien. Ça marche plutôt, mais bien sûr, on a moins de moyens. Donc 30 000 euros. Donc, comment s'assurer d'avoir 30 000 euros tous les ans, indéfiniment? Sachant que le taux, il est de 8%. Alors, bien sûr, là, on fait une hypothèse très forte sur le taux. On suppose qu'il est constant. Et puis, par ailleurs, mais ça, vous comprenez que c'est dans un souci pratique, hein, il est assez élevé, là, le taux. 8%, c'est très élevé. Hein. Le premier gala est prévu dans 1 an. Donc, dans 1 an, on va falloir être en mesure de débourser 30 000 euros. Ma question, c'est quel doit être le montant de la dotation? Donc la campagne, vous devez réussir à lever combien?
nous faut 30 000 euros au taux de 8%. D'accord? La dotation, elle correspond simplement, vous aviez la formule, on vient de la démontrer, F sur R. Donc 30 000 divisé par 8%, vous pouvez me faire le calcul rapidement? C'est ça. En réunissant 375 000 euros via la collecte, on s'assure de pouvoir dépenser 30 000 euros par an, et ce, pour l'éternité. Voilà le résultat. J'insiste, ça repose sur une hypothèse qui est contestable. Cette hypothèse, c'est qu'on a un taux d'intérêt fixe de 8%. Et c'est évidemment une hypothèse un peu trop optimiste, mais qu'importe. On peut réduire le taux d'intérêt, et par exemple, si on le réduit à 4%, bah, vous multipliez par 2 la dotation nécessaire. D'accord? Oui? Non. La formule, c'est F sur R, pas F sur 1 plus R. Donc, c'est divisé par 0,08. 375 000. Deuxième cas de figure, les annuités constantes. Donc, on a vu les rentes perpétuelles constantes. Maintenant, on voit les annuités constantes. Une annuité constante, c'est une séquence de flux à intervalles réguliers, constante, comme son nom l'indique, le flux est constant, et pour une durée limitée. Donc la différence par rapport à la rente perpétuelle, c'est que dans un cas, il n'y a pas de durée fixée, dans l'autre, il y a une durée qui est connue à l'avance. Donc ici, on a mis un nombre n de périodes. Oui? Alors, vous me demandez ce que c'est qu'une séquence de flux. Donc, un flux unique, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, donc je vais essayer de me répéter, mais un flux unique, c'est quand vous n'avez qu'un seul flux. Une séquence de flux, c'est quand vous avez une multitude de flux enregistrés à des dates différentes. Une séquence. Alors, ce n'est pas toujours le même flux, mais en l'occurrence, ici, on ne considère que des cas où le flux est identique à chaque période. C'est un cas particulier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait des séquences de flux. La formule pour la valeur actuelle d'une séquence de flux, je vous l'ai donnée. Pour une séquence de flux quelconque, je vous l'ai donnée. Et je vous ai dit dans des cas particuliers, en l'occurrence quand les flux sont constants, eh bien, je peux avoir des formules simplificatrices. Et c'est ces formules-là qu'on voit. D'accord? C'est clair pour vous? Donc, il y a un cas général. Et dans le cas général, le calcul est assez fastidieux. Et dans quelques cas particuliers, lorsque les flux sont constants, on a des formules simplificatrices. Oui, une autre question? Alors, je reviens en arrière puisqu'on me repose la question, est-ce qu'il faut faire f divisé par 1 plus r ou f sur r? Donc, je vous remonte la formule, c'est bien f sur r. On n'actualise pas un flux. Si vous faites f sur 1 plus r, vous actualisez un flux. Mais là, ce n'est pas ça. Là, il faut remonter en amont. Donc, je reviens en arrière dans les diapositives. On a montré qu'on pouvait retirer les intérêts sans toucher le capital, et cela nous permet, si le taux est constant, d'avoir des flux constants. Le flux, c'est l'intérêt, et l'intérêt, c'est le taux d'intérêt fois le principal. C'est la formule qui apparaît ici. Vous la voyez? Levez la tête, vous regardez. C'est la formule qui apparaît ici. Et c'est de cette formule-là dont on a déduit P. OK? Je poursuis et j'aborde donc le cas des annuités constantes. Les annuités constantes, vous avez compris, c'est limité dans le temps. Juste un point, on parle d'annuité. C'est un terme générique. Ça ne signifie pas forcément que l'intervalle est de 1 an. Évidemment, annuité, ça laisse entendre qu'on a un intervalle d'1 an. C'est souvent le cas, mais pas toujours. En revanche, lorsqu'on parlera de mensualité,
en fait, une mensualité, c'est vrai que le vocabulaire n'est pas clair, mais une mensualité, c'est évidemment par mois, mais c'est une annuité, au sens général. Ok ? Voilà. Donc on a des annuités avec des durées de 1 an, on a des annuités avec des durées en mois, en trimestre, en ce que vous voulez. Okay ? Donc faites attention, le vocabulaire n'est pas clair, mais bon, une fois qu'on l'a en tête, c'est pas compliqué. Donc là, on est des annuités. Et l'idée est la même que précédemment. On veut construire une stratégie qui permet de déterminer le prix d'une annuité. Alors, on va reprendre quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on a fait juste à l'instant. Hein. Si on place 100 € aujourd'hui, dans un an, et cela pour 20 ans, et qu'on consomme systématiquement les intérêts et uniquement les intérêts, on obtient une annuité de 5 € pendant 20 ans. Sauf qu'à la fin, il y a le remboursement. Donc on n'a pas tout à fait une annuité de 5 € puisqu'on a 19 fois 5 € et une fois 105 €. Donc on n'a pas tout à fait une annuité. Mais on peut, bien sûr, ajuster pour obtenir cette annuité que je qualifierais de pure. On n'a que 5 € chaque année, à tout moment. C'est ce que je fais ici. Comme les équations sont un peu plus compliquées, je vais me lever pour commenter. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient dans notre stratégie une annuité d'un montant F, le montant en l'occurrence c'est 5 €, pendant 20 ans, plus cette somme de 100 €, le principal à la date N. D'accord ? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le prix du premier élément. D'accord ? On a cette séquence de flux de 5 €, puis les 100 € qui traînent. Eh bien, il suffit de résoudre l'équation. Donc, l'annuité de 5 € pendant 20 ans, on veut en déterminer son prix, donc sa valeur actuelle. Hein. Le prix, c'est la valeur actuelle. C'est tout simplement le principal moins la valeur actuelle du principal à la période N. Donc on a cette formule que l'on peut simplifier ainsi. Dernier point. Le principal, on l'a noté tout à l'heure, qui s'exprimait comme étant égal à F sur R. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est justement P fois R. Donc, en résolvant et en manipulant un tout petit peu cette équation en 3 paramètres, c'est très simple, là, on peut remplacer P par F sur 1 sur R. Donc, comme ça, on a l'équation finale d'une annuité d'un montant F pour N périodes au taux d'intérêt R. Cette formule, vous la retrouvez assez simplement. Mais dans tous les cas, il va falloir la connaître. Elle va nous servir énormément. La valeur actuelle d'une séquence de flux constant au taux R pendant N périodes, c'est F sur R fois 1 moins 1 sur 1 plus R. Cette formule-là, on va la connaître, parce qu'on va s'en servir, mais vraiment tout le temps, à chaque séance. Et puis l'année prochaine, et puis après. Hein. C'est quelque chose qui revient quasiment tout le temps. Ok, une petite application qu'on va faire ensemble. Alors, j'avais pris l'exemple d'un jeu à la loterie nationale. C'était le tac au tac, tac au tic, je sais plus. Oui, tac au tac, je crois. Mais dont les règles ont changé. Je ne sais même pas si le jeu continue. C'était un jeu de grattage. Bon, les règles ont pu changer, qu'importe. Mais le jeu a vraiment existé. Hein. Donc, bon, vous aviez un ticket à gratter, qu'importe. Et l'issue, si vous aviez de la chance, bien sûr, l'issue était la suivante. Soit on vous donnait un versement. Alors, ici, je prends 15 millions d'euros. On vous
offre une dotation, 15 millions d'euros, maintenant. Ou alors, 1 million d'euros pendant 30 ans, chaque année. Et le premier versement a lieu aujourd'hui. Okay. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous préférez 1 million d'euros pendant 30 ans ou 15 millions d'euros immédiatement? Qu'est-ce que vous préférez? Ce que vous me répondez, et vous avez raison, c'est qu'a priori on ne peut pas trancher, il nous faut actualiser la séquence de flux pour la comparer aux 15 millions. Parce que 15 millions d'euros immédiatement, sa valeur actuelle, c'est simple, c'est 15 millions d'euros. Et l'alternative, c'est 1 million d'euros pendant 30 ans. Eh bien, il faut calculer la valeur actuelle de tout ça. OK? Donc, il y a deux manières de calculer la valeur actuelle d'une séquence de flux de 1 million d'euros sur 30 ans. Soit vous faites 30 fois l'opération, ce qui va se révéler un petit peu fastidieux. Soit vous appliquez la formule simplificatrice que l'on a démontrée, mis en évidence il y a 5 minutes. Allez-y, faites-le très rapidement. Bon, je veux bien vous aider, mais pour le coup, c'est vraiment simple. Donc, on a, excusez-moi, un flux de 1 million d'euros. Donc, on a F, c'est 1 million d'euros, divisé par le taux d'intérêt, qui est à 8%, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus 8% puissance 30. On a quelque chose comme ça. Sauf que, attention, il y a un petit piège. Je vous arrête tout de suite, il y a un petit piège. La formule que j'ai utilisée là, elle est valable lorsque les flux sont enregistrés en fin de période. Or ici, la petite parenthèse, prêtez-y attention, ici, le premier versement a lieu aujourd'hui. Donc, ça nous demande d'ajuster un petit peu. Donc, on n'a pas une application directe de la formule, comme je l'ai dit à peu près, comme j'ai dit il y a 2 minutes. Enfin, il faut ajuster un tout petit peu. Vous me proposez de réduire d'une année. Attention, non, l'ajustement, là, il ne serait pas bon, parce que si vous réduisez d'une année, ça veut dire que vous n'avez que 14 flux. Et donc, ça ne marche pas, parce que vous en avez 15. Donc, c'est pas loin de ça, mais c'est pas ça. C'est un peu plus subtil que ça. C'est là où il faut faire preuve d'un peu de logique. Et moi, je vous invite à faire le diagramme. On considère par exemple les 19 mois seuls. Et c'est comme si on actualisait 29 années. Et celui d'aujourd'hui, on fait la... Il y a plusieurs façons de faire, mais vous avez raison. Une possibilité, c'est de considérer une séquence de flux de 29 termes. D'accord? Puisque le flux, dans un an en début de période, il correspond à un flux en fin de période dans un an. Donc on considère 29 termes et on en rajoute un en plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Sinon je le fais au tableau. Bon, j'attends pas la réponse et je le fais au tableau. Et donc, je reçois 1 million, 1 million, 1 million, 1 million pendant 30 ans. D'accord? Et donc, jusqu'à quelle date je reçois 1 million? Jusqu'ici? Non, parce que là, j'aurai 31 flux. Jusqu'ici, hein. Vous êtes d'accord? Si je m'arrête à la date N, j'ai 1, 2, 3, N plus 1 flux. Tout le monde a suivi? J'insiste bien. Je m'arrête à la date 29. Parce que c'est en début de période. Ça, c'est la 30e année. Et comme c'est en début de période, là, c'est la date. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer la valeur actuelle de cette séquence de flux. Donc, si je prends tout
Donc je fais la somme des 1 million d'euros perçus aujourd'hui, auxquels donc j'ajoute les 29 flux perçus en fin de période pendant donc 29. Quel est le montant de tout cela? Si quelqu'un a pu le faire, je ne vais pas noter le montant, mais si quelqu'un l'a sous les yeux. Oui. On additionne 1 million et la valeur actuelle de la séquence de flux. Je vous laisse, pour ceux qui ont la calculatrice, essayer de voir rapidement ce que cela donne. En attendant, j'insiste sur un point. Vous voyez, tout ce qu'on raconte n'a pas l'air bien compliqué, mais au fond, on a vite fait de se tromper. Cet exercice-là, on a vite fait de le résoudre en considérant une séquence de 30 flux, en omettant que les versements ont lieu aujourd'hui et pas en fin de période. Donc, c'est des petites choses comme ça qui rendent finalement l'examen un peu difficile. Je sais que vous êtes un peu inquiet par rapport à l'examen. Il n'y a aucune raison. Si vous faites preuve d'une grande rigueur, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, régulièrement, il y a des étudiants qui ont d'excellentes notes à l'examen. Ce n'est pas un souci. Mais il faut faire preuve d'une grande rigueur. Vous voyez, il y a des petites questions comme ça sur lesquelles on peut facilement se tromper. Quelqu'un a eu le temps de faire le calcul? 12 millions, c'est ça? 12,7? 12,16. En ayant rajouté les 1 million. Ah, excusez-moi, je vous entends mal. Donc, le montant total, c'est 12,7 à peu près, millions. C'est ça, le montant total. Y compris donc le 1 million en début de l'année. Eh bien, vous voyez, c'est pas si intuitif que ça. Il vaut mieux avoir les 15 millions d'euros aujourd'hui. Alors même, quand je dis que c'est pas intuitif, vous voyez bien, on avait le choix entre 15 millions et 30 fois 1 million. On avait le choix entre 15 millions et 30 fois 1 million. Eh bien, vaut mieux prendre 15 millions que 30 fois 1 million. Parce que comme le taux est élevé, les 30 fois 1 million en valeur actuelle, ça ne vaut que donc 12,7 millions, ce qui est moins bien. Et je répète ce qu'on a déjà dit précédemment, mais ce résultat, il est valable pour tout le monde. Que vous souhaitiez avoir une forte somme d'argent aujourd'hui ou pas, bien, vous prenez ce qu'il y a de meilleur, la meilleure option, et ensuite, bien, libre à vous de vous organiser pour déplacer les flux et de les répartir ou pas. Ça, c'est pas un souci. D'accord. Bien sûr que si, on peut placer les 1 million. Non, ça ne change rien. On peut les placer, d'ailleurs le taux de ces placements c'est 8%, ça ne change rien. Oui. Excusez-moi, je vous entends mal. Vous me demandez si par rapport à la séquence d'avant on consomme ou pas le capital. C'est une autre logique ici. Il y a pas la question ici ne se pose pas. On cherche uniquement l'alternative la plus intéressante. Ce que vous faites après bien, de votre lot ne rentre absolument pas en ligne de compte. On cherche l'alternative la plus intéressante et donc on va comparer les valeurs actuelles de ces deux options et retenir l'option pour laquelle la valeur actuelle est la plus élevée. Ok. Je continue. On a calculé la valeur actuelle d'une annuité constante. Ici, je vous donne simplement la valeur future, la formule de la valeur future d'une annuité constante.
Vous pourriez me dire, une nouvelle formule, c'est compliqué. Non, parce que cette nouvelle formule, je ne vous demande pas de la connaître. Pour quelle raison? Parce qu'elle se retrouve très simplement. Lorsque vous avez la valeur actuelle, il suffit de multiplier par 1 plus r puissance 7 pour obtenir la valeur future. Donc ne vous encombrez pas l'esprit avec cette formule. J'ai insisté tout à l'heure en vous disant la valeur actuelle d'une séquence de flux, c'est très important de l'avoir en tête. On la retrouve si on l'oublie. C'est bien de l'avoir en tête. En revanche, celle-ci, c'est différent. Celle-ci, elle se retrouve vraiment très simplement, sans avoir à s'encombrer la mémoire de formules. Parce que si vous commencez à apprendre toutes les formules du cours, il y en a peut-être une cinquantaine, alors que 2, 3 suffisent, si on a bien compris. J'insiste beaucoup sur ce point. Un autre exemple très concret, très pratique, vous avez un plan d'épargne retraite à constituer. Donc on prend l'exemple d'une jeune personne, 35 ans, qui souhaite épargner pour sa retraite et qui décide d'épargner 10 000 € tous les ans jusqu'à ses 65 ans. Sur un compte retraite, là aussi avec un taux très élevé, mais qu'importe, sur un compte rémunéré à 10%. Quelle est la valeur future de cette séquence de flux? Alors, poser la question en ces termes, c'est assez jargonneux. Quelle est la valeur future de cette séquence de flux? Dit plus simplement, quel sera le capital de cette personne lorsqu'elle aura 65 ans et qu'elle prendra sa retraite. Deux possibilités. Soit vous calculez directement à partir de la formule que je viens de vous donner, sans insister, la valeur future d'une séquence de flux. Bon, je vous ai dit, n'apprenez pas cette formule, donc faites-le en condition d'examen, presque, j'ai envie de dire. Calculez la valeur actuelle, et puis vous la reportez plus tard dans le futur, et ce n'est pas très compliqué. Je vous laisserai le faire. Je vous laisse le faire chez vous. D'accord? On calcule la valeur actuelle de la séquence de flux, on la rapporte à 65 ans. Je vous laisse faire l'exercice chez vous à proprement parler. En revanche, 2 mots quand même sur cet exercice de manière plus générale. Ici, l'exercice, il est relativement simple. Je pourrais le rendre un peu plus compliqué. J'aime beaucoup en fait cet exercice. Je l'aime beaucoup parce qu'il permet de bien comprendre comment on peut organiser un système de retraite par capitalisation. Vous connaissez les différents systèmes de retraite, enfin en tout cas les 2 grandes familles de systèmes de retraite, les systèmes de retraite par répartition et par capitalisation. Ici, c'est bien sûr un système de retraite par capitalisation et on voit bien comment ça s'organise et quels sont les paramètres clés. Donc je vous disais, je pourrais compliquer un peu l'analyse en disant non pas qu'on épargne 10 000 €, mais par exemple qu'on va épargner 5% de son revenu mensuel. D'accord? Donc, en vous donnant un taux de cotisation ou un taux d'épargne. D'accord? Et puis, on obtient à terme une dotation, mais je ne suis pas obligé de vous donner ou vous demander la dotation. Je pourrais vous dire, mais comment on va s'organiser pour que la pension qui sera versée pendant la retraite soit équivalente à 80% du revenu d'activité. Donc je vous donne son revenu. À partir du revenu, on détermine des cotisations avec un certain taux, 5%, 10%, qu'importe. Et puis, à partir du revenu, on va déterminer les pensions, parce que vous savez que l'idée, c'est de lisser un peu les revenus. Donc, on avait un salaire. Eh bien, quand on va être à la retraite, les revenus seront plus faibles, mais ils seront liés au salaire précédent. Donc, par exemple, 80% du salaire précédent. Donc, on voit, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et il y a évidemment une égalité comptable là-dedans. Il y a un équilibre à trouver. Plus le taux de cotisation est important,
plus la dotation va être importante et plus les pensions pourront être importantes. Mais ça dépend aussi beaucoup du temps de cotisation. Là, on cotise 30 ans, de 35 à 65 ans. Je pourrais augmenter le taux de cotisation. Donc c'est un nouveau paramètre qui rentre en jeu. D'accord ? Ici, je l'ai fixé ce paramètre-là, mais je pourrais le rendre variable. Et puis, il y a aussi le temps, le nombre d'années à la retraite, qui dépend de l'espérance de vie. Ce paramètre, il va varier. Plus le nombre d'années à la retraite va être long, et ça dépend de la date de départ en retraite, et plus il faudra avoir une dotation importante. Et donc, il faudra cotiser davantage. Vous voyez ? Je peux très simplement, vous avez les outils pour le faire, et rassurez-vous, on va le faire ensemble un peu plus tard, on va faire quelques séances de travaux dirigés. On peut construire comme ça un modèle de retraite avec de nombreux paramètres, je vous rappelle, le montant de la cotisation, la durée d'activité, l'espérance de vie, le taux de pension et bien sûr le taux d'intérêt. On verra que le taux d'intérêt, c'est un paramètre clé. Si le taux d'intérêt est de 10% ou s'il est de 2%, on ne pourra pas se permettre la même chose. Excusez-moi. Avec un taux d'intérêt plus élevé, on a besoin de moins cotiser, on a des pensions plus élevées, on a une durée de cotisation moins longue. Mais si le taux baisse, eh bien, évidemment, ça modifie l'équilibre. En tout cas, on peut conceptualiser tout ça dans un modèle avec d'un côté donc des cotisations et donc de la capitalisation, de l'autre des pensions et donc de l'actualisation. Donc on a un modèle qui est assez complet, qui est assez intéressant pour analyser pour vous qui êtes économiste. Okay, donc on le fera un peu plus tard tout ça. Pour le moment, je me contente de proposer les outils et on fera quelques exercices plus tard. Faites attention aussi ici, l'échéancier, on considère donc des périodes. Alors, les âges, les périodes, voilà, on finit par s'en mêler un peu les pinceaux si on ne prête pas une grande rigueur et un soin important à l'énoncé. Très bien, je poursuis. On a vu les rentes perpétuelles constantes et les annuités constantes. Maintenant, on va aborder le cas des rentes perpétuelles croissantes. Alors, une rente perpétuelle croissante, comme son nom l'indique, c'est une rente qui offre un montant croissant et ce, à perpétuité, à l'infini. Comment on va aborder ce problème? Exactement comme on l'a fait jusque-là. On veut constituer un portefeuille synthétique qui va donc répliquer ma rente perpétuelle. Avec un taux de 5%, un placement de 100 € permet d'obtenir 105 € dans un an. Si je veux réussir à augmenter les flux d'année en année, c'est le principe d'une rente perpétuelle, croissante. Si je veux que ça augmente, il faut que je ne consomme pas l'intégralité des intérêts, de manière à ce que mon capital, lui, augmente d'année en année. Et comme le taux est fixe et mon capital augmente, j'obtiens des flux qui, eux, augmentent, d'ailleurs au même rythme que mon capital. Alors, comme j'ai pris un placement de 100 € au départ, évidemment, ça simplifie les calculs. Si, sur les intérêts, je consomme 2 €, je retire 3 € et j'épargne 2 €, eh bien, mon capital, on le voit, il a augmenté de 2%. Et donc, mes flux, dans le futur, augmenteront eux aussi de 2%. Et là encore, je n'ai pas utilisé de formule mathématique, j'ai juste utilisé un raisonnement purement logique, financier, intuitif. D'accord ? Donc, monsieur, ici, vous supposez que vous utilisez l'intérêt composé, c'est pas l'intérêt simple sur le principal. Alors, depuis le début, je ne suis qu'à intérêt composé. Vous me posez la question des intérêts simples, on verra ça un petit peu plus tard. D'accord ?
Là, je ne suis qu'un intérêt composé et je constitue une rente perpétuelle croissante. Pour que cette rente perpétuelle offre des flux qui sont croissants, il faut que mon capital soit lui-même croissant et il va croître au même taux que mes flux. Et pour qu'il soit croissant, il faut que je consomme moins que le montant des intérêts. Même présentation, je viens de changer de diapositive, mais c'est la même présentation, sauf que j'ai remplacé donc, des chiffres par un certain nombre de paramètres, ce qui me permet d'aboutir au résultat suivant. La valeur actuelle d'une rente perpétuelle croissante, c'est F sur R moins G, G étant le taux de croissance de mes flux. Là encore, cette formule, elle va être d'une grande utilité dans nos modèles, puisqu'elle va me permettre de simplifier considérablement les calculs. Cette équation, on va notamment l'utiliser dans une séance un peu plus tard, vers la fin de l'année, lorsque on aura à estimer le prix d'une action. Une action, pour une entreprise en croissance, ça peut être vu comme une rente perpétuelle en première approximation, parce qu'on sait que les actions, c'est très volatile, mais en première approximation, une entreprise qui a une croissance régulière peut très bien être valorisée à partir de ces outils, qui donnent une idée un peu de la valeur fondamentale des actions. On verra ça plus tard. Mais j'insiste pour dire que ces formules-là, elles sont importantes et elles seront utilisées. On peut reprendre notre exemple 4.7, je l'ai présenté tout à l'heure, l'exemple autour des associations d'étudiants. Imaginons que le gala ne coûte pas 30 000 € chaque année éternellement, mais bien sûr, en raison de l'inflation, que ce coût augmente d'année en année. Le taux d'intérêt, je vous rappelle, était de 8%, c'est un taux élevé parce que justement, il tenait compte de l'inflation. L'inflation, on va supposer, est de 4%. En tout cas, l'augmentation, peut-être pas l'inflation générale, mais l'augmentation du coût du gala est de 4% chaque année. Dans ce cas-là, quel doit être le montant du placement initial? Eh bien, je vais vite, parce qu'il faut qu'on avance un peu, mais tout à l'heure, on avait F sur R. Là, on a F sur R moins G. C'est pas beaucoup plus compliqué. On va avoir donc 30 millions, c'était le montant du premier flux, divisé par 8% moins 4%, donc 30 millions divisé par 4%. C'est 2 fois plus que précédemment. On doit multiplier par 2 la dotation. Si on veut pouvoir se doter d'une rente perpétuelle croissante, il faut multiplier par 2 la dotation. Pourquoi par 2? Parce que le taux de croissance représente la moitié du taux d'intérêt dans notre exemple. Passons maintenant aux annuités croissantes. Tout comme on est passé des rentes perpétuelles aux annuités constantes, on passe maintenant des annuités, on passe maintenant des rentes perpétuelles croissantes aux annuités croissantes. Okay. Je ne vais pas répéter une 4e fois le raisonnement, parce que là, pour le coup, je pense que vous y êtes habitués. En adoptant la même approche, on obtient que la valeur actuelle d'une annuité croissante s'exprime sous cette forme. Là aussi, ça peut être utile pour vous de bien retenir cette formule qui est souvent utilisée et surtout qui est très générale. Cette formule est très générale. Je vous montre. Attendez. Excusez-moi. Oui. C'est ici, je reviendrai sur l'exercice après. Excusez-moi. C'est très général. La formule, je vous la donne. Donc c'est la formule pour une annuité croissante. Si vous voulez la formule pour une rente perpétuelle croissante, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tendre N vers l'infini. Sachant que le taux de croissance est inférieur au taux d'intérêt, cette fraction est inférieure à 1, et donc quand ça tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc toute la parenthèse
remplaçant n par l'infini. Et puis, si vous ne voulez pas d'une annuité croissante, mais de quelque chose de constant, eh bien, vous remplacez g par 0. Et vous obtenez, évidemment, vous retombez sur la formule qu'on a vue précédemment. Et puis, dans le cas extrême où vous voulez une annuité et qui ne soit pas croissante, donc vous faites tendre n vers l'infini et g vers 0. Dans ce cas-là, vous avez le résultat. Donc, celle-là est bien la formule la plus générale, encore une fois, n'est valable, toutefois, que si on a des flux qui sont constants. Tout à l'heure, la question m'a été posée, par ailleurs, je crois l'avoir aussi dit, ces formules simplificatrices ne sont valables que lorsqu'on a des flux constants ou croissants de manière constante et avec des intervalles réguliers. Donc ça limite quand même l'utilisation de ces formules. Dans le cas où on a des séquences de flux quelconques, on n'a pas d'autre choix que de résoudre terme à terme, élément par élément. Même si c'est un petit peu fastidieux, aujourd'hui, évidemment, on utilise des logiciels, des tableurs pour faire ça très vite. Donc c'est pas un gros problème. Donc je vous disais, je reviens un tout petit peu en arrière, mais voilà, excusez-moi. On peut reprendre l'exemple sur l'épargne retraite avec l'idée selon laquelle, eh bien, comme les salaires augmentent, l'épargne devrait augmenter en proportion du salaire. Souvenez-vous, vous l'avez vu dans d'autres cours d'économie, ou je pense en macro, vous avez vu que eh bien, les agents ont tendance, c'est plutôt une bonne chose, à essayer d'adopter un comportement de cycle de vie, à lisser la consommation dans le temps. Donc à mesure que les revenus augmentent, on va épargner davantage. Ça va influencer évidemment sur la résolution de notre problème d'épargne retraite, puisqu'on va pouvoir, si on épargne davantage, cotiser davantage et avoir une dotation plus importante à terme, ce qui permettra de verser davantage de pensions ou alors de réduire la durée pendant laquelle on cotise. On reviendra sur tout ça. Je vous montre juste l'échéancier. Ici, l'échéancier, vous cotisez 10 000 € la première année, un peu plus de 10 000 € l'année suivante, et ainsi de suite. Et vous faites bien attention, c'est pour ça que j'ai mis l'échéancier. On a 30 périodes, mais l'augmentation, elle n'est que sur 29 périodes, puisqu'on commence à augmenter la deuxième année. Donc, il faut toujours être très, très prudent lorsqu'on construit l'échéancier, lorsqu'on résout ce type de problème. Il me reste une petite dizaine de minutes. Et donc je vais aller assez vite. Pourquoi ? Parce que j'aimerais finir ce chapitre pour que la semaine prochaine, on ait l'occasion de faire quelques exercices. Ce qui veut dire aussi qu'il faut préparer un peu les exercices pour la semaine prochaine. D'accord ? Je ne corrigerai les exercices, je ne corrigerai que les exercices que vous me soumettrez. C'est un peu la règle, pour vous inciter un peu à travailler de votre côté, parce que c'est à vous de travailler essentiellement, plus qu'à moi. Donc vous allez préparer un certain nombre d'exercices que je corrigerai la semaine prochaine. Alors, les exercices qui sont en fin de chapitre, le manuel que je vous ai conseillé. Alors, avant ça, donc ça c'était le point, avant ça, juste un mot rapide pour dire que, je reviens en arrière, on a cette formule, qui est une formule simplificatrice. Je pourrais revenir sur la formule pour les séquences de flux quelconques, ça ne changera rien. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez qu'on a une valeur actuelle, un paramètre, le flux, un deuxième paramètre, le taux d'intérêt, 3 paramètres, éventuellement le taux de croissance, 4, et une durée. Alors ici, j'exprime la valeur actuelle en fonction des 4 autres paramètres, mais vous comprenez bien que cette formule, elle va m'être utile également pour déterminer, quand j'en aurai besoin, eh bien, la valeur, par exemple, de N, sachant bien tous ces paramètres-là, y compris, alors, en l'occurrence, la valeur actuelle.
bien conscience de cela. Hein, je le dis autrement pour ceux peut-être qui sont des fois un peu moins à l'aise en maths. Les maths, ça ne se dit pas de gauche à droite. Hein. L'équation, elle ne se dit pas de gauche à droite. C'est un tout, cette équation. Il faut être capable donc, de manipuler cette équation. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, mais ce que je veux que vous soyez capable de faire, c'est d'avoir cette méthode. Pour beaucoup, vous l'avez, cette méthode. Mais certains ont encore un peu de difficulté. La méthode, quand on est face à un problème en finance, au fond, on a toujours les mêmes étapes. Encore une fois, la plupart d'entre vous, ces étapes-là, vous les faites spontanément. Pour d'autres, c'est moins évident, donc je vais être très explicite. La première étape, c'est de bien se situer dans le problème, de bien comprendre le problème, de bien le formaliser. C'est ça la première étape. C'est-à-dire identifier la bonne équation. Est-ce qu'on me demande de calculer une valeur actuelle ou une valeur future? Il faut que je sois capable de bien déterminer cela. Est-ce que j'ai un flux unique ou une séquence de flux? Est-ce qu'on me demande de calculer le taux d'intérêt en fonction du reste ou est-ce qu'on me demande de calculer la valeur actuelle? Donc, j'essaye de bien comprendre la question qui m'est posée. D'accord? Une fois que j'ai bien compris cette question, ça correspond à un élément du cours, et en l'occurrence à une formule. Donc j'identifie la bonne formule. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je dois manipuler cette formule. Alors parfois, je peux utiliser la formule directement. Parfois, je dois un petit peu manipuler les choses. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, avec ce ticket de loto, je devais un petit peu manipuler la formule. Ce n'est pas tout à fait évident. Cette deuxième étape, n'allez pas trop vite, elle est importante. Et puis, troisième étape, l'application numérique. Seulement en dernier lieu, bien, je réalise le calcul. Enfin, dernière étape, non. Plutôt troisième étape, parce que la dernière étape, c'est le commentaire. Hein, au-delà du chiffre, il y a éventuellement le commentaire. Il faut bien que vous ayez en tête ces différentes étapes. Il y en a pour qui c'est très spontané, c'est très intuitif, ça va de soi, ils ont l'habitude, ils sont rodés. Et ils appliquent bien chacune des étapes. Et ils sont même suffisamment rodés pour appliquer parfois plusieurs étapes d'un coup. Ils font la résolution et l'application numérique en même temps. Bon, très bien. Si vous êtes à l'aise, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, je vous demande de bien avoir conscience, de noter presque en rouge et de vous dire, voilà, je vais répondre à un exercice, je vais essayer étape par étape. Parce que les énoncés que je vais vous donner vont être assez lapidaires. Je ne vais pas tellement vous tenir la main à l'examen. Ce sera à vous de reconstituer les différentes étapes. Pourquoi? Parce qu'on est en fin de licence, hein, donc normal, je suis un peu exigeant. Ce que je dis là, c'est très simple. Alors, compte tenu de ce que je viens de dire, on peut calculer les flux, le taux. Alors, on va appeler ça le taux de rentabilité interne. On verra après pourquoi on a cette notion. Ou le nombre de périodes. Il suffit juste d'ajuster et de manipuler. Là, donc, c'est de l'algèbre. Très simple. Vous voyez, mes différentes étapes, excusez-moi, mes différentes étapes, je reviens dessus. Elles font appel à des compétences qui ne sont pas les mêmes. Hein. La première étape, ça fait appel plus à de la créativité, à de la compréhension. La deuxième étape, c'est plus de la rigueur. D'accord? Donc, vous devez maîtriser toutes ces compétences-là. J'ai pas fini. Je vous vois partir. J'ai pas fini. Donc, pour calculer les flux, alors, vous pouvez utiliser le tableur. Hein. Le tableur Excel, toutes ces fonctions-là sont préprogrammées. On peut calculer la valeur future. Vous avez des exemples. Entraînez-vous. On les corrigera la semaine prochaine si vous voulez. On peut aussi calculer... On peut avoir des cas où on a des flux infra-annuels, d'accord, avec des durées de moins d'un an. On le traitera également sous forme d'exemple la semaine prochaine. Si l'on doit calculer les flux, c'est presque le cas le plus simple, on manipule un tout petit peu la formule. Et vous voyez, ici, l'équation, elle ressemble énormément à celle que je vous avais donnée tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait P qui est égal à F sur R, facteur de 1 moins machin. Et bien là, il suffit juste
de déplacer un tout petit peu les termes pour obtenir f en fonction de p et pas p en fonction de f. C'est très simple. C'est de l'algèbre de base. Ça, c'est pour calculer le montant des flux. D'accord ? Pour calculer le taux d'intérêt, là, c'est plus compliqué parce que, à partir de cette formule, je reviens en arrière, à partir de cette formule, eh bien, sauf cas extrêmement particulier où n est petit, hein, en gros, quand n est inférieur à 2, inférieur ou égal à 2, eh bien, on ne peut pas résoudre et obtenir R. On a une équation qui n'admet pas de solution. Et donc, on ne peut pas la résoudre et on va procéder numériquement. On va faire une approximation numérique pour obtenir R en fonction des autres paramètres. Je vous montrerai la semaine prochaine comment on le fait. D'accord ? On fera une application qu'on appelle l'application de Thalès. Mais que vous connaissez d'ailleurs, hein, le théorème de Thalès, vous le connaissez. Tout ça, on le verra. Et puis, on verra aussi comment calculer le nombre de périodes. Alors, pour calculer le nombre de périodes, comme le nombre de périodes, c'est une puissance dans mon équation, il va falloir que je linéarise. Et comment je linéarise ? Quel outil j'utilise en maths ? Le logarithme. Donc, voilà. C'est le genre de petits ajustements qu'on fait. Donc là, on est, si vous avez mon schéma en tête, dans la deuxième étape, hein, quand on manipule les équations. Okay. Donc tout ça, on le fera la semaine prochaine. Ok ? Voilà, excusez-moi juste un instant. En annexe des diapositives, vous avez la démonstration de la somme d'une suite géométrique de raison Q qui permet d'aboutir aux formules qu'on a montrées dans le cours. À la semaine prochaine.